Je suis sûr que vous vous demandez vraiment lequel des dirigeants mondiaux a volé le plus d'argent. Je ne sais pas s'il y avait une compétition entre eux ou s'ils apprenaient entre eux les uns des autres et se transmettaient eux des méthodes de vol, mais les statistiques nous disent ce qui suit. Laissez-moi vous montrer maintenant les 7 personnes les plus corrompues du monde et les sommes qu'elles ont volées à leurs propres citoyens. Bien sûr. Commençons, comme on dit, par la fin de cette liste, par le numéro 7. Numéro 7. Mobutu du Congo. Vous vous souvenez de lui, n'est-ce pas? 5 milliards de dollars. Il a renommé le pays en son honneur et l'a complètement ruiné pendant que son peuple mourait de faim. Le dirigeant du Congo a volé un peu plus que le principal vampire des Philippines, le numéro 6, Ferdinand Marcos. Donc il a volé environ 5 milliards de dollars et pillé le pays pendant 20 ans. Une année de dictature a caché de l'argent dans des banques suisses et dans l'immobilier à New York. Désormais, la 5e place d'honneur est occupée, vous n'allez pas le croire, par Yasser Arafat. 8 milliards de dollars. En 2003, le magazine Forbes l'a classé à la 6e place dans la liste des reines, rois et despotes les plus riches, comme ils l'ont écrit. L'argent provenait de nombreuses sources. Le Fonds monétaire international a établi que de 1995 à 2900 millions de dollars du budget palestinien ont été redirigés vers des comptes sous le contrôle personnel d'Arafat. Chaque mois, il retirait aussi 2 millions de dollars issus du commerce du carburant dans les territoires occupés. En plus de cela, il gérait secrètement un portefeuille d'investissement de près d'1 milliard, comprenant des actions, par exemple, dans l'usine d'embouteillage Coca-Cola à Ramallah ou dans une société tunisienne de téléphonie mobile, ainsi que des fonds de capital risque aux îles Caïmans. Tout cela était financé. Avec des fonds publics, mesdames et messieurs, mais cela n'apportait absolument aucun bénéfice au peuple palestinien. À la mort d'Arafat, sa veuve donc, avec un nom intéressant, Soua, vivait dans le luxe à Paris, recevant, selon les informations disponibles, 100 000 dollars par mois. Pendant ce temps, les Palestiniens ordinaires vivaient dans la pauvreté, et le sort de la majeure partie de la fortune reste encore inconnu. Arafat, on dit qu'il a emporté ce secret dans la tombe. Eh bien, qui sait, si c'est lui qui l'a emporté ou si quelqu'un d'autre l'a fait. Il n'y a pas d'argent. Numéro 4. Ça va aussi vous faire plaisir. Les dirigeants du Hamas. Ils possèdent donc une fortune estimée à environ 11 milliards de dollars. Donc Khaled Mashal, quelque part entre 4 et 5 milliards, Ismail Haniyeh, l'ancien chef du bureau politique du Hamas, 4 milliards, Mazabou Marzouk, une personnalité connue, environ 3 milliards, un peu moins parce qu'il était le vice-président du bureau politique du Hamas. Pendant que les dirigeants du Hamas se prélassent dans des hôtels 5 étoiles au Qatar et investissent dans l'immobilier à l'étranger, l'habitant moyen de Gaza vit avec moins de 2 dollars par jour. C'est bien un schéma classique de kleptocratie, mais cette fois exécuté par une organisation terroriste. Ils l'ont organisé pour gagner de l'argent. Voilà, ils en ont gagné. Tout cet argent vient des gouvernements européens et américains. Les gouvernements américains envoyaient Pranceau ces fonds pour la population souffrante de la région afin qu'ils en aient de quoi manger, reconstruire des logements, purifier l'eau et acheter des médicaments. À mon avis, ces gars-là ont causé beaucoup plus de tort à leurs concitoyens qu'Israël, pendant toute la période des affrontements armés. Numéro 3, nous sommes maintenant entrés dans le top 3, oui, pour ainsi dire, nous remontons 3, 2, 1, oui. Numéro 3. Suharto en Indonésie, environ 35 milliards. Vous voyez comme ça a bondi, oui, de 11 à 35. Donc l'organisation qui s'appelle Transparency International le place en première position sur la liste des dirigeants les plus corrompus de tous les temps. C'est normal, non? Les dirigeants les plus corrompus de tous les temps. Donc il a gouverné pendant 30 ans de 67 à 98 environ. Numéro 2. Hosni Moubarak, Égypte. 70 milliards. On peut dire que le pays s'enrichit. Il a gouverné pendant 30 ans en siphonnant les richesses via sa famille et ses réseaux militaires, une honorable première place. Selon les estimations, avant le début de la guerre en Ukraine, la première place est occupée par nul autre que le chef inamovible et dirigeant de la Russie, ainsi que de ses environs, bien sûr, l'ancien agent du KGB surnommé le Spirochette pâle, Vladimir Vladimirovitch Poutine. Il possède une fortune de 200 milliards de dollars américains. Grâce à un système mafieux d'oligarques et de proches,
Vladimir est considéré comme le plus riche des kleptocrates encore en vie sur Terre. Mais peut-être que maintenant quelqu'un le rattrape, comme on dit, ou lui souffle dans le cou. Quelques mots sur Poutine. Malgré un salaire officiel, selon le Kremlin, de 140 000 $ par an et des biens déclarés limités à un petit appartement, une remorque et 3 voitures, les experts estiment que Vladimir Poutine est secrètement l'une des personnes les plus riches de la planète. Ainsi, le financier Bill Browder, qui a témoigné devant le Sénat américain, estime la fortune de Poutine à environ 200 milliards de dollars, accumulés principalement par l'extorsion et le détournement de fonds publics, en forçant les oligarques à lui remettre de l'argent liquide et des actions. L'ampleur de la vie cachée de Poutine dépasse l'imagination. Selon les informations disponibles, il contrôle un palais sur la côte de la mer Noire d'une valeur de 1,4 milliard de dollars. C'est la plus grande résidence privée de Russie, avec une piscine en marbre, une patinoire de hockey, un casino, une boîte de nuit, une décoration italienne. Un tel luxe que même les brosses pour toilette coûtent 850 $ chacune. Il est souvent photographié avec des montres valant des dizaines de milliers de dollars et associé à un yacht de 560. Mais il ne va tout de même pas se contenter de broutilles, comme Abramovich avec son yacht à 400 millions, n'est-ce pas? Après tout, il est président. Les Panama Papers de 2016 a en outre révélé un réseau de prêts offshore et de transactions d'une valeur de 2 milliards de dollars, naturellement liées à son entourage proche. Les enquêteurs décrivent cette structure comme une mafia typique. Les proches détiennent les actifs, accomplissent les basses besognes et versent au patron sa part, ce qui rend la véritable. La situation abrasive de Vovka Varkovka est intentionnelle et pratiquement intraçable. Mais qui marche sur les talons de Vovka Varkovka? Je vais vous donner quelques indices, peut-être devinerez-vous. Mais avant, il faut s'abonner et activer la cloche. Parce que les informations uniques que nous vous fournissons, mesdames et messieurs, vous ne pourrez les recevoir que si YouTube vous envoie toutes les vidéos, c'est-à-dire nos vidéos. Oui, de notre chaîne. Et YouTube ne le fera que si vous le demandez. Demander sur YouTube, cela veut dire cliquer sur la cloche. Une seule fois suffit. Eh bien maintenant, une leçon de vol et d'escroquerie de la part de l'Union européenne. Parlons de grosses sommes d'argent. Il s'agit maintenant de 90 milliards d'euros, que l'Union européenne vient tout juste d'approuver définitivement pour l'Ukraine. Littéralement cette semaine, le 23 avril, le Conseil de l'UE a apposé la signature finale. Ils ont fait céder la Hongrie et la Slovaquie, puis ils ont signé. L'argent arrivera dès le deuxième trimestre de cette année. 90 миллиардов. Arrêtons-nous une seconde sur ce chiffre. Ce n'est pas 1 million, c'est 90 000 millions d'euros, 90 000 millions d'euros. À titre de comparaison, le budget annuel du Portugal est d'environ 100 milliards, donc l'Europe donne une telle somme. À l'Ukraine pour la guerre et un budget comparable à celui d'un pays. Et maintenant, voici la question la plus importante. Est-ce un cadeau ou un prêt? Qu'est-ce que c'est? Des prêts ou bien, par pure générosité, officiellement on te dira que c'est un crédit. Bon, un prêt, oui, l'Ukraine doit le rembourser. Tout est honnête, tout est légal, ne vous inquiétez pas. Mais creusons un peu plus. Nous avons quand même ce truc qu'on appelle la matière grise. Parce que le diable se cache dans les détails. On peut appeler n'importe quoi un crédit. L'Ukraine ne doit rembourser cet argent que lorsqu'elle recevra des réparations de la Russie. C'est-à-dire pas dans 10 ans ni dans 20 ans, mais quand la Russie aura payé. Ils sont sérieux, vous pensez? Est-ce que quelqu'un de sensé croit vraiment que la Russie paiera volontairement des réparations de guerre à l'Ukraine? Ce n'est plus de la science-fiction, mais de la fiction politique, une condition qui pourrait aussi s'énoncer ainsi. Rends-le quand la Lune deviendra carrée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas un prêt. C'est un cadeau emballé dans un emballage juridique sur lequel il est écrit prêt. Et pour qui fait-on tout cela, hein? Parce que ce n'est pas clair, pour ainsi dire, si tout le monde comprend ça, mais non, pas tout le monde, pas tout le monde. Le mot cadeau ne peut pas être utilisé en politique, sinon lors des prochaines élections, ils seront immédiatement chassés, comme on dit, à coups de balai. Donc, d'où vient l'argent? Voilà, ce sont justement ces gens-là, ceux à qui on vole cet argent, à qui on n'explique rien.
Comment cela se passe-t-il? L'Union européenne va voir les banques privées et dit « Donnez-nous de l'argent ». Et elles répondent « Bien sûr, mais sous quelle garantie ?» Ils répondent « Garantie par le budget de l'Union européenne ». D'accord. Le budget de l'Union européenne, ce sont les contributions des États membres, et les contributions des États membres, ce sont les impôts. Autrement dit, l'argent est prélevé sur les impôts des Européens. Oui, si tu écris et vis en Europe, tu paies des impôts là-bas. Cet argent est donc prélevé sur tes impôts. Et quand cela ne suffira plus, ils commenceront à augmenter les impôts. Les impôts du chauffeur routier allemand, de l'agriculteur français, du travailleur du bâtiment polonais, de l'infirmière espagnole, ce sont eux les véritables donateurs de ces 90 milliards d'euros et plus, avec les intérêts en plus. Mais personne ne leur demande leur avis. Qui est responsable du remboursement de cet argent? Les Européens ne comprennent pas ce qui se passe. Le système est conçu pour qu'ils ne comprennent pas, je parle des habitants de l'Europe. Première difficulté. Essayez d'expliquer cela à une personne, disons une personne ordinaire, qui ne comprend rien à la finance. On emprunte sur les marchés, puis on transfère à l'Ukraine, ensuite il y a des garanties du budget, puis le budget vient des contributions, ensuite les contributions viennent prendre des impôts, et enfin les impôts sortent de ta poche. Le temps que tu arrives à la fin, la personne a déjà perdu le fil. Ce n'est pas un hasard. C'est un moyen d'empêcher les citoyens de comprendre quoi que ce soit. Deuxième point. Les pertes n'apparaîtront pas tout de suite, mais dans quelques années, quand il sera clair qu'il n'y a pas eu de réparation. La dette pèse sur le budget de l'Union européenne et quelqu'un devra la couvrir. À ce moment-là, tous les dirigeants actuels seront déjà à la retraite, avec de bonnes pensions d'ailleurs. Troisièmement, le mot crédit. Donc un mot magique. Il désactive la pensée critique. Tout de suite, crédit, donc ça sera remboursé, donc tout va bien, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Les journaleux. Très peu d'entre eux comprennent quoi que ce soit, les autres répètent simplement ces mots sans rien comprendre. Ils répètent les titres et cela devient une réalité dans la tête des gens alors que c'est un mensonge, une fiction. Pourquoi donc la direction de l'UE a-t-elle poussé ce paquet avec autant d'insistance? Elle l'a poussé parce que c'est déjà fait, non? Même en surmontant le veto de la Hongrie, de la Slovaquie, même en sachant que l'argent ne reviendra jamais. Ici, il y a plusieurs, comme on aime le dire, couches. La première, idéologiquement. Une partie importante de l'élite bruxelloise croit sincèrement au projet géopolitique d'affaiblir la Russie et d'élargir la sphère d'influence de l'UE vers l'Est. À terme, intégrer l'Ukraine. C'est un pari stratégique. De leur point de vue, 90 milliards, ce n'est pas leur argent, mais celui des autres. C'est le prix à payer. La question, avaient-ils le droit de miser l'argent des autres sans demander? Vous connaissez ma réponse. Deuxième point, carrière. Parmi les élites occidentales, soutenir l'Ukraine est devenu une sorte de ticket d'entrée dans le monde politique. Critiquer, cela signifie être un agent de Poutine, ou pire encore, un agent de Trump. Être un agent de Poutine, c'est déjà dur, mais avec Trump, ils ne pourront tout simplement pas le supporter. Ils te mettront à la porte, comme on dit, avant même que tu n'aies le temps de dire un mot. Soutenir, c'est défendre la démocratie. Dans ce système, il vaut mieux pour un fonctionnaire de l'UE approuver les projets que poser des questions gênantes. Il se moque de l'Ukraine, de l'argent, de la Russie, de tout. Pour lui, l'essentiel, c'est que, comme on dit, en partant en vacances, il ait assez d'argent pour remplir une baignoire de champagne. Et c'est là que ça devient le plus intéressant. L'argent ne disparaît jamais sans laisser de traces. 60 milliards de ce paquet sont destinés aux besoins de la défense, l'achat d'équipements militaires, le développement de l'industrie de la défense. Et voici le point clé. L'équipement est principalement acheté auprès de fabricants européens. Ce sont des entreprises européennes, et les actionnaires, les Européens, ainsi que les lobbyistes travaillant à Bruxelles. L'argent part en Ukraine et revient aussitôt dans les poches du complexe militaro-industriel européen. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est du business. Cela a toujours fonctionné ainsi. Cela se fait et probablement cela continuera encore pendant 100 ans. Maintenant, une question que vous vous posez peut-être, combien de cet argent sera détourné? L'Ukraine est un pays où la corruption est systémique. Ce n'est pas une insulte, c'est la position officielle de l'Union européenne. Le paquet contient des conditions concernant le respect de l'état de droit et la lutte contre la corruption. Mais s'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait pas eu de conditions, n'est-ce pas? Transparency International, que j'ai déjà mentionné, place régulièrement l'Ukraine dans le tiers inférieur de l'indice mondial de la corruption. Il n'y a pas pire. Au fil des années de guerre, des centaines de milliards de dollars d'aide, tant américaines qu'européennes, ont traversé le pays.
Combien n'ont pas atterri là où il fallait? Il n'existe pas de chiffres précis, mais des scandales concernent des achats surévalués, des contrats fictifs et des fonctionnaires acquérant des biens immobiliers à l'étranger. En pleine guerre, ils volent leurs propres soldats. Ils leur envoient du matériel non réparé parce qu'ils gardent pour eux l'argent destiné aux réparations. Voici ce que disent de prudemment certains experts. Il y aurait environ 20% de pertes. C'est-à-dire que sur 100 milliards reçus, 20 milliards sont perdus. Que puis-je dire? Les plus sceptiques avancent un chiffre encore plus élevé. Je pense aussi que c'est plus. Il n'y a aucun spécialiste qui parle de zéro ou d'un chiffre proche de zéro. Et là, une question cynique mais logique se pose. Et une partie de ces pertes liées à la corruption ne serait-elle pas un mécanisme délibéré? Nous en parlons constamment. L'argent transite par les fonctionnaires ukrainiens, une partie reste, l'autre passe par des sociétés offshore. Par le biais de consultants, de partenaires, l'argent revient dans les bonnes poches en Europe. Il est pratiquement impossible de le prouver, mais le mécanisme est connu et fonctionne. Ça marche dans des dizaines d'autres pays là-bas aussi. C'est juste que l'ampleur est considérable. Au final, quel est le résultat? Le contribuable européen va payer 90 milliards d'euros. Il n'en sait rien. On lui a dit que c'était des crédits, il s'est calmé. L'argent ira dans un pays à forte corruption. Une partie servira à de vraies guerres nécessaires, et une partie reviendra en Europe, au groupe d'armement européen. Une partie disparaîtra dans les paradis fiscaux. Il n'y aura pas de remboursement, parce que la Russie ne paiera pas de réparation. Dans quelques années, il s'avérera que le trou dans le budget de l'UE est plus grand que prévu. Ils le combleront avec de nouveaux impôts. Facile. Et les fonctionnaires qui signent tout cela prendront la parole lors de conférences. Oui, ils recevront forcément des récompenses pour la défense de la démocratie. Ils écriront des mémoires sur leur courage. Voilà comment fonctionne la grande politique avec de grosses sommes d'argent. La seule protection, c'est de comprendre le schéma. Et nous essayons de comprendre ce qui se passe. Si l'Amérique a déjà donné à l'Ukraine 170 200 milliards, Trump dit même que c'est plus de 300. En plus de cela, l'Europe, en tenant compte de ses 90 milliards, a donné à peu près la même somme. En tout, l'Ukraine a reçu environ 350 à 400 milliards de dollars. Je suis prêt à parier 1 rouble, même 1 rouble 20, que la moitié de cet argent a déjà été détourné et continuera d'être détourné de tous les côtés. Et cela apportera un véritable bénéfice. Mais pas à tous les Ukrainiens, seulement à certains. Bien sûr aux politiciens américains qui ont organisé ces cadeaux pour l'Ukraine, et les politiciens européens qui ont organisé ce nouveau cadeau pour l'Ukraine. Ils en recevront un peu, mais pas autant que vous le pensez. Ils ont peur d'en recevoir beaucoup, aussi bien en Europe que chez nous, parce que cela pourrait être remarqué, et ils envient follement leurs collègues russes et ukrainiens. Là-bas, tu peux voler autant que tu veux, tant que tu partages avec les bonnes personnes. Mais si vous pensiez que le vol se limite à l'Europe, alors cela veut dire que vous êtes né hier. D'abord, les Asiatiques volent tout autant que les Européens. Et deuxièmement, les Américains sont les véritables, authentiques héritiers des voleurs européens. Et ils en sont très fiers. Et ils ont de quoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Voici la Californie, l'État doré. L'État le plus peuplé d'Amérique, la 5e économie mondiale. Un endroit qui se présente comme le futur modèle de gouvernance progressiste. La compassion d'un leadership éclairé. Voilà ce qu'ils n'écrivent pas sur les affiches touristiques. Que la Californie a perdu environ 282 milliards de dollars à cause de la fraude, pas des millions. Encore une fois, oubliez les millions. Des milliards, avec un grand M. Ne. Plus que le PIB total du Portugal, de la Nouvelle-Zélande ou de la Hongrie. L'argent des contribuables. Sans même parler de l'Ukraine. Volé, détourné, envolé. Alors que la personne aux commandes assistait à des dîners à 350 $, l'assiette et disait « Restez chez vous et portez des masques ». Voilà comment tout a été détourné. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont cela s'est produit. Qui en est responsable? Ce que fait le Parti démocrate pour tout dissimuler. Et pourquoi la personne au centre de tout cela, le gouverneur Gavin Newsom, est maintenant le principal candidat à l'investiture présidentielle démocrate en 2028. Parce qu'apparemment, en Amérique, perdre 280 milliards de fonds publics est une qualification pour devenir président. On commence ? Première partie. La machine à fraude. Pour comprendre ce qui s'est passé en Californie, il faut réaliser l'ampleur de la situation. Ce n'est pas un seul scandale. Ce n'est pas un seul fonctionnaire corrompu.
C'est un système qui a détourné des milliards pendant des années. Et au sommet, ils y ont participé, ou ont fait semblant de ne rien voir. Nous ne savons pas. Mais personne n'a été puni. Passons en revue les principales affaires. D'accord ? La catastrophe des allocations chômage. 40 milliards de dollars d'allocations se sont volatilisés sans que personne ne sache où ils sont. Ils étaient là et maintenant ils n'y sont plus. Où sont-ils partis ? Personne ne peut le dire. Pendant la pandémie de Covid, chaque État américain a été confronté à une explosion des demandes d'allocations chômage. C'est compréhensible. Mais le département de l'emploi de Californie, l'EDD, a transformé cette épreuve en l'une des plus grandes escroqueries financières de l'histoire américaine. Selon les experts, la Californie a versé 40 milliards de dollars à des escrocs sous forme de fausses allocations chômage. Pour que vous compreniez, l'argent allait même à des détenus de prison, y compris certains des criminels les plus célèbres. Beaucoup d'argent a été versé à des personnes décédées, à des groupes criminels organisés qui opéraient dans plusieurs États à la fois. L'argent est également allé à des escrocs qui se trouvent à l'étranger. Le système était tellement stupide et mal géré que les groupes criminels pouvaient déposer une demande, recevoir des chèques pendant des mois, et l'État ne vérifiait rien. Ils se contentaient de rédiger des chèques et de les envoyer. Ou alors les ordinateurs les imprimaient. Ils ont tout fait à la chaîne sans se soucier de quoi que ce soit. Qui a fait quoi, peu importe. Peut-être qu'une personne qui travaillait là-bas a inventé 500 noms différents et envoyé les chèques à ces noms. Des milliards de dollars ont été volés. Et les personnes qui ont permis cela ont toutes gardé leur poste. Maintenant, nous avons ce programme appelé Medical. C'est le programme médical californien. Il est lié à la médecine. Un programme d'aide médicale d'État pour les personnes à faible revenu. En Californie, environ 100 milliards de dollars sont dépensés chaque année pour ce programme. Selon les enquêteurs, c'est l'un des programmes d'État les plus touchés par la fraude dans le pays. Une seule personne a récemment été jugée. Paul Randall, 66 ans, a plaidé coupable d'une fraude de plus de 178 millions. Cette fois, il s'agit de millions, pas de milliards de dollars. Un seul homme, 178 millions. Personne n'a rien remarqué. Personne n'a vérifié. Ou alors ils l'ont fait, peut-être payaient-ils des pots de vin ? On l'ignore. Cet argent a été volé à un programme destiné à fournir une aide médicale aux habitants les plus vulnérables de Californie, des cliniques fictives, des patients inventés, des facturations pour des services qui n'ont jamais été rendus. Ce système a continué pendant des années avant que quelqu'un ne s'en rende compte. Les experts affirment que Randall n'est pas une exception, seulement celui qui a été pris. Et selon les experts, il y en a beaucoup comme lui. Les hospices accueillant les personnes âgées incapables de s'occuper d'elles-mêmes et dont les familles ne peuvent plus les prendre en charge. Un hospice, n'est-ce pas ? Le programme, l'opération s'appelle « Ne meurs jamais ». Ce sont des hospices, n'est-ce pas ? En avril 2026, le ministère de la Justice a révélé l'une des affaires de fraude les plus inquiétantes de l'histoire de la Californie. 15 personnes ont été accusées de fraude aux soins palliatifs dans le cadre du programme Medicare pour un montant de 60 millions, et cela ne concerne qu'un seul groupe. Cela se passe dans tout le sud de la Californie. Le schéma fonctionne ainsi. Des personnes en bonne santé sont recrutées. Pas des malades, pas des mourants. Donc, ils fournissent aussi tous leurs documents, les signent, et les inscrivent en soi dans les hospices comme des patients totalement incurables. Ensuite, dossiers et des factures sont envoyées à Medicare pour des soins 24 heures sur 24 à des personnes en fin de vie. Les recruteurs cherchaient activement ces personnes et étaient les payés en liquide pour chaque nouveau patient. Des cliniques fictives servaient à traiter les documents. Et Medicare, qui était financé par les contribuables, versait des millions pour des soins à des personnes qui n'en avaient pas besoin. Ce n'est pas simplement une fraude, ce sont des criminels qui ont transformé la mort de vrais patients en modèle économique. Maintenant, un autre point amusant. Nous avons aussi ce type de soins à domicile, j'en ai déjà parlé autrefois. Donc une personne âgée, si tu ne veux pas la placer en hospice, tu as la possibilité de t'en occuper à la maison, mais il faut engager quelqu'un. Tu peux engager quelqu'un ou tu peux t'embaucher toi-même. Personne ne va vérifier qui tu es. Donc la fraude liée aux soins à domicile en Californie a déjà atteint 12 millions, des milliards d'escroqueries. Donc le paiement aux familles, aux aides-soignants pour les soins à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées coûte à l'État près de 30 milliards par an. Et selon les enquêteurs, l'État perd de 6 à 12 milliards chaque année à cause de la fraude. Messieurs, c'est au moins un tiers. Ou plus. Comment ? Les aides-soignants facturent des heures qu'ils n'ont pas travaillées. Des personnes s'inscrivent comme aides-soignants pour de faux proches.
des réseaux entiers déposent donc des feuilles de présence frauduleuse. Cela se passe à une échelle industrielle, et l'État ne vérifie personne pendant des années entières. Je ne crois pas que les gens qui étaient censés vérifier ne soient pas impliqués là-dedans. Maintenant, parlons du district scolaire de Los Angeles, un système de pots de vin de 22 millions, et voici une histoire qui continue d'évoluer et qui devient de pire en pire. Un ancien employé du district scolaire unifié de Los Angeles, un immense district, le deuxième plus grand d'Amérique, est accusé d'avoir organisé un système de pots de vin de 22 millions. Quel pot de vin? À qui allait-il? Les contrats auraient été attribués à des entreprises technologiques privées en échange de paiements personnels de 3 millions. Donc j'envoie un contrat à quelqu'un, il n'y a rien à faire pour ce contrat, on verse 22 millions et je récupère 3 millions en liquide. Waouh! Cet argent était censé servir, à enseigner aux enfants à acheter des ordinateurs, non? Beaucoup d'entre eux viennent de familles défavorisées, et cet argent a été volé par des gens qui étaient censés agir dans leur intérêt. Et ça, c'est seulement ce que nous savons à ce jour. Alors, quoi maintenant? Maintenant, qui? Deuxième partie. L'homme aux commandes. Voilà, chaque dollar, chaque allocation volée, chaque patient fictif, chaque pot de vin, tout cela s'est produit sous la direction d'une seule personne. Gavin Christopher Newsom, gouverneur de Californie, ancien maire de San Francisco. Permettez-moi de vous dire qui il est. Gavin Newsom était né dans l'aristocratie politique de Californie. Sa famille était liée à la fortune pétrolière des Getty, vous savez, comme le musée Getty, n'est-ce pas? Il a grandi dans le privilège, est devenu maire de San Francisco, l'une des plus belles villes et, sous sa direction, devenue l'une des villes les plus problématiques et intéressantes d'Amérique. En 2018, il est devenu gouverneur de l'État le plus peuplé du pays. Il est photogénique, il parle bien, il a une coiffure qui donne l'impression qu'un comité entier a travaillé dessus. Il incarne les valeurs progressistes, comme la compassion, l'inclusivité, l'innovation et la responsabilité. Il n'en pense pas un mot, rien du tout. En 2026, il est en tête des sondages parmi les candidats potentiels du Parti démocrate à l'élection présidentielle. Il a 24% de soutien. Il devance même la vice-présidente Kamala Harris. Donc, si ce sont ces personnes qui les représentent, on est mal barré. Alors, regardons son parcours. Voyons ce que cet homme de compassion et de responsabilité a réellement accompli. Maintenant, en Californie, tout le monde connaît ce nom, le restaurant French Laundry. Donc c'est, la blanchisserie française, en quelque sorte, non? Une règle pour vous, mais pas pour nous. Novembre 2020. La Californie traverse la plus forte vague de Covid. Le gouverneur Newsom a ordonné aux Californiens de rester chez eux. Il a interdit les rassemblements de plus de 3 foyers. Il a imposé le port obligatoire du masque dans les lieux publics. Il a fermé les restaurants pour les clients. Complètement. Il était interdit d'être à l'intérieur. Tu sortais d'une table, tu servais là-bas. Mais à l'intérieur, c'était interdit. Le 6 novembre de cette même année, le gouverneur Newsom est allé dans la vallée de Napa. Auparavant, il avait prononcé un discours en larmes, suppliant les gens de rester chez eux, d'éviter restaurants et églises. Et de le porter tout le temps, même chez soi si possible, non? Un bandage sur le nez, en gaz, qui ne protège absolument rien. Mais cela n'a aucune importance. Pourtant, il est allé dans ce fameux restaurant French Laundry. L'un des restaurants les plus chers d'Amérique d'ailleurs, où le dîner coûte plusieurs centaines de dollars par personne. Avec lui, il y avait des lobbyistes de l'Association médicale de Californie, ces mêmes personnes qui tirent moins un profit du système de santé sous sa supervision. Plusieurs ménages étaient présents, plus que ce qui était autorisé selon ses propres règles, sans masque, sans distanciation sociale. Un dîner privé en salle, bien que l'équipe ait d'abord annoncé un événement extérieur, mais c'était seulement pour les photos. Les serveurs étaient crantés dehors et tout le reste se passait autrement. Quand il s'est fait prendre, une chaîne Fox locale a obtenu les photos. Il est passé à la télévision et a dit « C'était une erreur stupide. J'ai complètement violé l'esprit de ce que je prêchais. C'était mal. J'en prends l'entière responsabilité. Sur qui d'autre aurait-il pu rejeter la faute ? Il a reconnu. » Et puis il a continué sur la même lancée. Parce que les règles n'ont jamais été faites pour lui. L'école pour ses enfants. L'enseignement privé, alors que les écoles publiques restent fermées.
Voici un autre chapitre du dossier d'hypocrisie de Newsom. Pendant la pandémie, Newsom a ordonné la fermeture de toutes les écoles de Californie, publiques et privées. Il suivait la science, disait-il. Il protégeait les enfants. Il a été soutenu par le syndicat des enseignants. Eh bien, ceux qui financent sa carrière politique. Et puis, silence. Alors que les écoles publiques de toute la Californie restaient fermées, Newsom a inscrit ses 4 enfants à des cours en présentiel dans une école privée du comté de Sacramento. Une école privée qui, contrairement aux écoles publiques, a repris ses activités avec son autorisation. Les parents d'enfants des écoles publiques, souvent issus de familles ouvrières incapables de payer une école privée ou de travailler à distance tout en enseignant à la maison, ont été laissés sans soutien. Et l'homme qui a fermé les écoles les a ouvertes pour ses propres enfants. Janvier 2022. Un match de play-off des Los Angeles Rams. Le gouverneur Newsom, dont l'État a imposé le port du masque obligatoire dans les lieux fermés, était assis dans les tribunes, à l'intérieur, sans masque, à côté de Magic Johnson. Entouré d'autres célébrités, aucun d'entre eux ne portait de masque. Lorsque les photos sont devenues publiques, son service de presse a déclaré qu'il avait retiré son masque une seconde, juste pour prendre une photo, et qu'il l'avait remis immédiatement après. En réalité, de nombreuses photos prises à divers moments montraient clairement qu'on imposait le masque aux Californiens ordinaires, mais pas au gouverneur et ses amis célèbres. Eh bien, porte-le si tu veux, sinon ne le porte pas. Sa chef de cabinet a été condamnée pour corruption. Ce qui veut dire que c'est lui qui est concerné et qu'elle a simplement encaissé le coup pour lui. En novembre 2025, la Californie a été bouleversée par la nouvelle que Dana Williamson, l'ancienne chef de cabinet de Gavin Newsom, a été poursuivie pénalement pour corruption. Les accusations étaient stupéfiantes. Williamson et 4 complices étaient accusés d'avoir détourné 225 000 $ du compte de campagne. Elle était également accusée d'avoir présenté illégalement de fausses dépenses professionnelles pour plus de 1,7 million de $. Elle a inclus dans ses dépenses un sac Chanel à 15 000 $, un jet privé, un voyage d'anniversaire au Mexique coûtant 170 000 $. Ce n'était pas une petite fonctionnaire. C'était une personne qui était tout simplement la plus proche de Newsom, qui dirigeait son équipe, qui savait tout. Le député de Californie-Rohan a qualifié l'acte d'accusation, je cite, de tâche toxique sur l'État. Newsom a dit qu'il était choqué. Il était absolument bouleversé. Il ne savait rien. Il lui faisait totalement confiance. Eh bien, c'est possible. Mais qu'en est-il du jugement de cette personne ? Celle en qui il avait totalement confiance aurait apparemment volé 1 million de $. Maintenant, San Francisco. Promenez-vous dans San Francisco, la ville que Newsom a dirigée pendant des années avant de devenir gouverneur. Et vous verrez quelque chose qui ressemble à une crise du tiers-monde au cœur de l'une des villes les plus riches de la planète. Des campements de tentes, la consommation de drogue en pleine rue principale, la souffrance humaine exposée aux yeux de tous. La Californie dépense beaucoup d'argent pour chaque sans-abri, plus que n'importe quel autre État du pays. Sous Newsom, des milliards ont été alloués à la résolution du problème des sans-abri. Le résultat, c'est que le nombre de sans-abri a augmenté. L'argent disparaissait principalement dans le labyrinthe bureaucratique des soi-disant organisations à but non lucratif. Là-bas, il y a des sortes de consultants, des agences gouvernementales qui n'ont aucune responsabilité. Voilà le parcours de Gavin Newsom. Et voici sa Californie. Et maintenant, le parti qui veut présenter sa candidature, ou celle de Kamala Harris, ou encore 2 ou 3 Pete Buttigieg. C'est-à-dire, le niveau de leur candidat est vraiment hors norme, n'est-ce pas ? Vous pouvez demander, mais où est la responsabilité ? Où est l'enquête ? Où est l'indignation au sein du propre parti de Newsom ? La réponse sera éloquente. La législature de la Californie est sous le contrôle écrasant des démocrates. Le procureur général de l'État est un démocrate. Le gouverneur est un démocrate. Chaque haut responsable de l'État est démocrate. Le gouvernement est à parti unique. Un gouvernement à parti unique a un problème universel dans tous les systèmes politiques. Ici en Russie, au Nigeria, au Tchad et partout ailleurs, le parti protège les siens. On se met sur la défensive. Quand le scandale de fraude a éclaté, le leader des démocrates de Sacramento a été accusé de faire pression sur les programmes fédéraux. Lorsque les chiffres de la fraude à Medical sont apparus, ils ont mis en évidence des problèmes systémiques dans le secteur de la santé.
Quand le chef de cabinet de Newsom a été mis en cause, les dirigeants du parti sont restés silencieux, feignant l'ignorance. Comment ? Quoi ? Non, je ne sais pas. Quand je saurai, quand j'aurai lu, alors je vous en parlerai. Le scénario est toujours le même. Gagner du temps. Minimiser. Reformuler. Introduire des forces extérieures, annoncer la création d'un groupe de travail, organiser des auditions, et attendre que, comme on dit, le cycle de l'actualité passe à autre chose. Le problème, cette fois, c'est que le cycle de l'actualité ne passe pas à autre chose, parce que des journalistes citoyens sont apparus. Et le Parti démocrate a maintenant pris une décision politique très intéressante. Il essaie d'étouffer le journalisme. Ils essaient même maintenant d'adopter une loi que le peuple a déjà appelée la loi contre Nick Shirley. Qui est ce Nick Shirley ? Je vais vous raconter maintenant. C'est ici que l'histoire prend un tournant qui devrait inquiéter tous ceux qui croient en la liberté d'expression, quel que soit-on leur point de vue politique. Laissez-moi vous parler d'un jeune homme, vraiment très jeune, qui s'appelle Nick Shirley. Nick est un journaliste indépendant et créateur de contenu. Enfin, un blogueur, quoi, n'est-ce pas ? Qu'on appelait autrefois, vous savez, un journaliste citoyen. À la fin de l'année 2025, il a publié une vidéo qui est devenue virale. Dans cette vidéo, il affirmait avoir documenté des preuves de fraude massive dans les centres de services sociaux de Californie. Des enregistrements vidéo des établissements, du personnel, des méthodes de travail qui, selon lui, témoignaient d'un détournement systématique de l'argent des impôts. Ces enquêtes, y compris cette vidéo de 40 minutes qui dénonce, appelons-le ainsi, la fraude présumée, tant que cela n'a pas été confirmé par un tribunal, cela reste présumé. Dans les hospices, là, dans la région de Los Angeles, il a indiqué qu'il avait recensé au moins 170 millions liés à la fraude. La vidéo s'est instantanément répandue sur Internet. Les gens étaient indignés et l'histoire ne disparaissait pas. Et alors, les démocrates de Californie ont décidé de prendre une mesure forte. Au lieu d'enquêter activement sur la fraude, ils ont proposé un projet de loi pour criminaliser ce que faisait Nick Shirley. C'est-à-dire pas ceux qui volaient, mais ceux qui mettaient la vérité au grand jour. Donc le projet de loi s'appelle AB 2624. C'est assez discret, qui sait. Mais tout le monde sait que ça concerne Nick Shirley. Qu'est-ce qui est écrit ? La députée démocrate de l'Assemblée législative Mia Bonta l'a présenté. D'ailleurs, c'est la sœur du procureur général. De notre État, elle a présenté ce projet de loi-là en février 2026. Officiellement, il est présenté comme une mesure de protection de la confidentialité des prestataires et des services d'immigration. Mais les critiques, y compris le député républicain Carl de Maio, affirment que la formulation du projet de loi est suffisamment large pour criminaliser la publication de photos ou de preuves vidéo des activités des prestataires de services financés par l'État sur Internet. Les sanctions ? Tu fais une vidéo, tu la mets sur Internet et il est clair que les gens volent, n'est-ce pas ? Tu risques une amende de 10 000 $ et ou jusqu'à 1 an de prison simplement parce que tu as découvert des voleurs. Le projet de loi a passé le premier vote en commission et a avancé plus loin. Et le surnom qu'il a reçu à l'Assemblée législative, c'est la loi contre Nick Shirley. Nick lui-même est venu en personne aux audiences publiques à l'Assemblée législative et a mis les législateurs démocrates sur la sellette avec des questions sur les droits garantis par le premier amendement. L'échange a été filmé et est devenu viral. Dans cette vidéo, il a juste demandé « Cette loi rend-elle mon acte punissable ?» Les réponses étaient en vague, floues, peu convaincantes. Mais de quoi ont-ils peur ? Analysons cela rationnellement. La Californie perd entre 180 et 280 pour d'un milliard à cause de la fraude. 180 pour 20 milliards, c'est le minimum. Mais en général, tous les spécialistes disent que c'est 280. Un journaliste citoyen commence à documenter cette fraude en vidéo et à publier la vidéo sur Internet. La réaction de l'État est d'empêcher de nouvelles enquêtes. Sa réaction sera de documenter. Que vous dit leur comportement ? Cela montre que les personnes au pouvoir craignent plus d'être démasquées que de mettre fin au vol. Nous le savions déjà, mesdames et messieurs, n'est-ce pas ? Cela signifie que le coût politique du fait que la fraude soit vue par les électeurs, les médias, le pays, est plus élevé que les pertes financières causées par la fraude elle-même. Tant pis pour eux et ces 280 milliards, ce n'est pas notre argent, mais celui de vos contribuables. Tant pis s'ils ont disparu.
L'essentiel, c'est que moi et mon parti ne perdions pas le pouvoir. Parce que si la fraude est révélée, des questions commencent à se poser. Et ces questions reviennent aux fonctionnaires qui étaient censés gérer tout cela, contrôler. Aux gouverneurs, aux partis, aux personnes qui ont construit et protégé ces systèmes pendant des années. La Fondation pour la protection des droits individuels et de la liberté d'expression a déjà averti que le projet de loi viole probablement le premier amendement. La Constitution, les juristes ont qualifié cela d'évidemment inconstitutionnel. Les tribunaux ont déjà annulé des lois similaires en Californie, qui tentaient de limiter les déclarations politiques et la satire sur Internet. Ils ont essayé de faire la même chose qu'en Iran, ce que font les musulmans, ce qui se fait en Russie, ce qui se fait en Ukraine. C'est-à-dire que la Californie a essayé d'interdire la liberté d'expression. Tout simplement. Mais rien de tout cela ne freine la majorité démocrate de Californie. Parce que le but apparemment n'est pas d'adopter une loi qui résiste au contrôle constitutionnel. Le but, c'est d'intimider. Faire en sorte que les journalistes citoyens y réfléchissent à 2 fois avant de pointer leur caméra sur des escrocs financés par l'État. D'autres escrocs, s'il vous plaît. Et ceux qui nous versent des rétrocommissions, il ne faut pas les toucher. Alors la question se pose tout de suite. Comment tout cela affecte-t-il les chances de Newsom ? Où en sommes-nous ? Des anciens responsables condamnés, l'hypocrisie avec les masques, les enfants dans des écoles privées, la crise des sans-abri, le déficit budgétaire, 280 milliards volés, et maintenant une loi qui viole clairement le premier amendement de la Constitution. Et Gavin Newsom veut devenir président des États-Unis, même s'il veut étouffer le premier amendement de la Constitution. Il est actuellement le principal candidat démocrate pour 2028. Il fait une tournée de promotion de son livre, il apparaît constamment à la télévision, il se dispute publiquement avec le président Trump, qui essaie de le déclarer hors course. Mais Newsom ne lui a pas tenu tête, affirmant qu'il reste toujours dans la course. Les deux semblent apprécier ce duel public. Voici la réalité politique que les conseillers de Newsom comprennent parfaitement, même s'ils ne le disent pas à voix haute. De tels scandales collent à la peau. Un conseiller de l'un des adversaires potentiels en 2028 a déclaré que l'affaire du French Laundry ne disparaîtra jamais. Ce sont les démocrates eux-mêmes qui le disent, et c'est l'une des choses les plus tenaces en politique. Et cela, c'était même avant que le chiffre de 280 milliards ne devienne une affaire nationale. Avant la condamnation du chef de cabinet, avant la loi contre Nika Shirley. Imaginez une campagne électorale contre un adversaire républicain. Chaque débat, chaque publicité, chaque attaque, sous Gavin Newsom, la Californie a perdu 200 milliards, 280 milliards à cause de la fraude. Sous Gavin Newsom, son propre chef de cabinet a volé des millions. Sous Gavin Newsom, ils ont tenté de criminaliser le journalisme et d'annuler le premier amendement de la Constitution. Ce ne sont pas des arguments compliqués. Pas besoin d'être un expert en politique pour les comprendre, ils sont dévastateurs. Et la loi contre Nika Shirley est sans doute la plus destructrice de toutes. Pas parce qu'elle résistera à un examen constitutionnel. Non, parce que, bien sûr, elle sera annulée, car elle indique les priorités et montre qu'ils sont des voleurs. Avant, ils en avaient honte, mais maintenant, ils ne font pas que l'admettre. Nous sommes des voleurs. Lorsque le Parti démocrate de Californie a été confronté au choix d'enquêter sur la fraude ou de faire taire ceux qui la dénoncent, il a choisi la seconde option. Ce n'est pas le genre de message qu'un candidat à la présidence veut voir associé à son nom. Au sein du Parti démocrate, la pression monte déjà pour arrêter Newsom avant même qu'il ne prenne de l'élan. Eh bien, de nombreux médias rapportent déjà les efforts croissants pour déloger Newsom de sa position de principal prétendant démocrate pour 1928. Ces points faibles, qui sont d'ailleurs bien connus des initiés du parti. La question est de savoir si cela inquiète les électeurs. Démocrates. Et à une époque où le parti cherche désespérément à se définir, quelqu'un qui sait se battre, je veux dire dans les débats, qui est photogénique, qui est capable de tenir tête à Trump. Newsom a sa propre niche. Tout ce que l'establishment démocrate veut voir sur une affiche de campagne, c'est une chose, mais gouverner un État en est une autre, et la Californie n'est pas une affiche de campagne. La Californie, c'est 280 milliards d'argent volé, c'est une personne mourante inscrite dans un hospice fictif, c'est un enfant qu'on n'autorise pas à aller à l'école parce que le gouverneur a fermé les écoles, alors que ses propres enfants vont à l'école tous les jours. C'est un journaliste qui risque d'être arrêté parce qu'il filme une fraude avec une caméra. Voilà le bilan. Voilà la personne. Et voici la question pour 2028. La Californie aime se voir comme un phare.
la preuve que la gestion progressiste fonctionne, un modèle pour le reste de l'Amérique. Mais aujourd'hui, je vous ai montré une autre Californie. Une Californie où les systèmes censés protéger les plus vulnérables ont été pillés. Par ceux qui détiennent le pouvoir et savent très bien comment tout cela fonctionne. Où les règles s'appliquaient aux gens ordinaires, mais pas à ceux qui les établissaient. Où des milliards de dollars disparaissaient, pendant que la personne au pouvoir assistait à des banquets et prononçait des discours sur la compassion. Et maintenant, chaque journaliste citoyen qui a osé filmer la fraude et la publier sur Internet. La majorité démocrate veut l'envoyer en prison pour cela. Considérez cela comme un crime. Révéler notre vol est un crime. Posons-nous la question nous-mêmes. S'ils n'ont rien à cacher, pourquoi se battent-ils et cachent-ils tout aussi désespérément? Gavin Newsom vous dira que la Californie, c'est l'avenir. Peut-être qu'il a raison. Mais si c'est ça l'avenir, 280 milliards fraudes, presse muselée et des règles pour certains mais pas pour d'autres, alors l'Amérique doit y prêter une attention toute particulière. Parce que l'homme qui a offert cet avenir à la Californie veut maintenant nous l'offrir à tous. Et maintenant, j'ai pour vous la question la plus importante du jour. Pensez-vous que Gavin Newsom devrait recevoir la présidence des États-Unis d'Amérique ? Pensez-vous qu'il est vraiment un véritable représentant du Parti socialiste-démocrate, autrement dit fascisto-marxiste, autrement dit le parti mondialiste et voleur des élites? Je me souviens d'une blague. Blague soviétique. Lors d'une réunion, le secrétaire du parti annonce qu'ils accompagnent Vassili Stepanovitch à la retraite. Vassili Stepanovitch est un ivrogne invétéré. Il est voleur, bien sûr. Il parle mal, il est grossier avec les femmes. C'est évidemment un vaurien. Mais nous l'aimons non seulement pour cela, mais aussi parce qu'il est un véritable homme soviétique. C'est à peu près la même chose que je voudrais dire pour conclure. Partagez avec vous cette idée. L'actuel gouverneur de Californie, qui s'appelle Gavin Newsom, est un escroc. On ne l'a pas encore pris, mais il semble vraiment être un voleur. Une créature ignoble et répugnante, un gestionnaire horrible, il ne comprend absolument rien à la façon de diriger. En tant que dirigeant, c'est vraiment un zéro complet. Mais il semble que ce soit le Parti démocrate des États-Unis d'Amérique. Le Parti démocrate des États-Unis d'Amérique ne l'aime pas seulement pour cela, mais aussi parce qu'il est un vrai démocrate de père en fils de ce grand pays. Sur ce, nous allons conclure pour aujourd'hui. Et à la prochaine fois.